Mesdames et messieurs, nous allons aborder aujourd'hui l'anatomie du jéjuno-iléon. Le jéjunum et l'iléon ou iléum constituent la majeure partie de l'intestin grêle. Le jéjunum fait suite au duodénum par l'intermédiaire de l'angle duodéno-jéjunal ou angle de Treitz. L'iléon s'abouche dans le gros intestin au niveau de la jonction iléo-cécale. L'intestin grêle, le jéjuno-iléum, forme un tube contourné, long d'environ 7 mètres, de calibre 3 cm au départ, 2 cm dans sa partie terminale, et la fonction principale du jéjuno-iléum est l'absorption des nutriments. Ce segment de l'intestin est absolument essentiel à l'absorption des nutriments et l'exérèse de la totalité ou de la presque totalité de cet organe rend l'alimentation par la bouche, par voie naturelle, non efficace et nécessite une nutrition dite parentérale, c'est-à-dire par injection intraveineuse de nutriments de façon à pallier à cette insuffisance intestinale. C'est ce que l'on appelle en clinique le syndrome de l'intestin court. D'un point de vue topographique et sur une vue antérieure clinique, telle que vous la connaissez maintenant parfaitement, le jéjuno-iléum vient se placer dans l'étage inframésocolique de l'abdomen. Plaçons ici le cadre colique, vous reconnaissez l'angle colique droit, faisant suite ici au côlon ascendant, dont la partie la plus distale est le cécum. L'angle colique droit se prolonge par le côlon transverse qui va croiser de la droite vers la gauche la région de l'abdomen et se prolonge au-delà de l'angle colique gauche par le côlon descendant, puis le côlon sigmoïde qui forme cette boucle de longueur tout à fait variable dans la partie inférieure de la cavité abdominale et qui va se prolonger par le rectum en avant des pièces sacrées S3 à S5. Entre l'angle colique droit et l'angle colique gauche est tendu le mésocolon transverse, dont nous plaçons ici le repli et qui relie le côlon transverse à la paroi abdominale postérieure. Et c'est donc, comme vous le savez, cette structure qui se place dans un plan grossièrement horizontal qui va séparer l'étage supramésocolique de l'abdomen et l'étage inframésocolique. L'intestin grêle, le jéjuno-iléum, qui fait donc suite au duodénum, va constituer des anses intestinales de morphologie extrêmement contournée, plutôt horizontale pour la partie jéjunale, plutôt verticale dans la partie iléale, et qui relie le duodénum au niveau de L2 à la région cécale avec une projection qui se place globalement en regard de la vertèbre L5. Dans la cavité abdominale, ces anses grêles qui sont mobiles dans la cavité abdominale, reliées à la paroi abdominale postérieure par le méso de l'intestin grêle, le méso de l'entérone, c'est-à-dire le mésentère, eh bien, sont recouvertes entre elles et la paroi abdominale antérieure par le grand omentum qui forme ce tablier omental épiploïque richement vascularisé et présentant des structures lymphoïdes multiples et qui joue ce rôle de pansement biologique de la cavité abdominale. Le plan du cours sera le suivant. Nous étudierons la morphologie externe rapidement, ainsi que la structure de l'intestin grêle, sa vascularisation par l'artère mésentérique supérieure, le retour veineux dans le système porte. Nous dirons quelques mots des lymphatiques et des nerfs du jéjuno-iléon, puis nous étudierons la situation dans l'abdomen de cette structure, ses rapports antérieurs et postérieurs, et finirons par l'étude de deux coupes, une coupe sagittale médiane et une coupe horizontale qui passera par la troisième vertèbre lombaire L3. D'un point de vue morphologie externe, le jéjuno-iléon est constitué, forme une structure tubulaire, creuse, très contournée, formant des anses grêles de disposition plutôt horizontale pour le jéjunum, plutôt verticale pour l'iléon.
À son origine, le jéjunum présente un calibre moyen, un diamètre moyen d'environ 3 cm, et ce calibre diminue, il est plutôt de 2 cm pour l'iléon terminal. De structure creuse, la surface du jéjuno-iléum est presque entièrement recouverte par le péritoine viscéral que nous retrouvons ici sur la coupe, sur la tranche de section, et au niveau de son bord mésentérique, le péritoine viscéral se réfléchit par les deux feuillets du mésentère, le méso de l'intestin grêle, qui va relier le jéjuno-iléum à la paroi abdominale postérieure. C'est entre les deux feuillets du mésentère que chemineront les vaisseaux, les nerfs et les lymphatiques qui se destinent à cet organe. D'un point de vue structure, le jéjuno-iléon présente grossièrement 3 couches de tissu qui sont de la profondeur, donc de la lumière de l'intestin grêle, vers la superficie. La muqueuse du jéjuno-iléum que nous pouvons placer comme ceci et qui va être marquée par des plis semi-circulaires qui vont former des sortes de pseudo-valves non continentes qui sont saillantes dans la lumière de cet organe. À l'échelle microscopique, la muqueuse de l'intestin grêle est soulevée par des villosités intestinales qui sont centrées par un paquet vasculaire et nerveux et recouvertes d'entérocytes permettant l'absorption des nutriments. La présence de ces très nombreuses villosités intestinales permet d'ailleurs de multiplier environ par 3 la surface totale de la muqueuse de l'intestin grêle. Enfin, nous trouvons au sein de la muqueuse des structures lymphoïdes formant des follicules lymphoïdes isolés et des follicules lymphoïdes agrégés formant des véritables plaques lymphoïdes situées au sein de la muqueuse entérique et que l'on appelait autrefois les plaques de Peyer. Au-delà de la muqueuse et de la sous-muqueuse ou chorion vient se placer la tunique musculeuse constituée de cellules musculaires lisses présentant une couche circulaire interne que nous pouvons placer ainsi et une couche faite de cellules, de fibres musculaires lisses longitudinales externes. Enfin, l'ensemble est recouvert par le péritoine, c'est la tunique séreuse, péritoine viscérale qui recouvre la presque totalité de la surface externe du jéjuno-iléum et qui vient au niveau de son bord mésentérique se réfléchir, formant les deux feuillets du mésentère. C'est au sein du mésentère que vont cheminer les éléments vasculaires nerveux et lymphatiques de l'intestin grêle avec des vaisseaux issus de l'artère mésentérique supérieure, avec le retour veineux que nous pouvons schématiser ici, les veines jéjunales et iléales étant prises en charge par la veine mésentérique supérieure et le système de la veine porte, mais également des éléments nerveux, ce sont les nerfs viscéraux qui sont satellites des artères et qui communiquent avec deux types de plexus nerveux végétatifs qui sont situés dans la paroi de l'intestin grêle. Ce sont les plexus mi-entériques décrits par Auerbach et qui sont situés entre les deux couches musculaires circulaire interne et longitudinale externe, et les plexus sous-muqueux, les plexus de Meissner. Ces structures nerveuses végétatives permettent le contrôle de l'activité musculaire lisse de la paroi de l'intestin grêle, mais également le contrôle des glandes digestives. Enfin, nous avons également des éléments lymphatiques avec des lymphonoeux qui cheminent dans l'épaisseur du mésentère et qui se drainent vers les lymphonoeux mésentériques supérieurs, puis la citerne du Schill est prise en charge dans le système du conduit thoracique. Morphologie externe, morphologie interne, passons maintenant à la vascularisation. Alors la vascularisation
du jéjuno-iléum est commune avec la vascularisation du tiers droit du cadre colique. Nous représentons ici, sur une vue antérieure, le cadre duodénal, au sein duquel est enchâssé le pancréas. Voici l'aorte abdominale qui arrive dans l'abdomen en passant à travers l'hiatus aortique. À droite de l'aorte, la veine cave inférieure, oui. Et dans l'incisure pancréatique passera, si nous plaçons ici simplement pour mémoire l'origine du tronc cœliaque, l'artère de l'étage supramésocolique de l'abdomen, eh bien dans l'incisure pancréatique passera, issue de la face antérieure de l'aorte, en regard de L1, l'artère mésentérique supérieure qui passe dans l'incisure pancréatique, qui chemine en avant du processus incinatus du pancréas, puis qui passe en avant de la troisième portion du duodénum et s'engage ensuite dans l'épaisseur du mésentère, présentant un axe qui est globalement vertical vers le bas, vers la droite, vers l'avant, et qui va se diriger globalement vers le sommet de l'anse intestinale primitive, correspondant à une distance entre ici le sommet de cette anse intestinale primitive et l'abouchement iléocécal, correspondant à la présence variable du diverticule iléal ou diverticule de Meckel, réalisant une cavité borgne pouvant éventuellement être l'objet d'inflammation, simulant le diagnostic d'une appendicite aiguë et dont la recherche est systématique dans les chirurgies de l'appendicectomie. Dans son trajet, l'artère mésentérique supérieure donne, lorsqu'elle croise l'incisure pancréatique, l'artère pancréatico-duodénale inférieure qui se divise en rameaux antérieurs et postérieurs à la rencontre des artères pancréatico-duodénales supérieures issues du tronc cœliaque. C'est là que se fait l'anastomose entre le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure. Tout au long de son trajet, au regard de la racine du mésentère et dans le mésentère et sur son bord gauche, l'artère mésentérique supérieure donne de 12 à 14 artères jéjunales, puis iléales. Ces artères, qui naissent du bord gauche de l'artère mésentérique supérieure, je représente ici quelques-unes, et qui se disposent un peu comme les dents d'un peigne, vont cheminer dans l'épaisseur du mésentère et vont présenter un nombre important d'anastomoses réalisant de réelles arcades anastomotiques que l'on décrit comme arcades du premier ordre, arcades de second ordre, arcades de troisième ordre et parfois, dans les méandres des boucles du jéjuno-iléum, arcades de quatrième ordre. Au-delà de ces arcades qui naissent par division dichotomique des branches iléales et jéjunales de l'artère mésentérique supérieure, naissent les artères droites ou vaisseaux droits. Ce sont ces vaisseaux droits qui rejoignent le bord mésentérique de l'intestin grêle et qui se divisent ensuite en branches antérieures et postérieures qui vont assurer donc la vascularisation de l'intestin grêle, du jéjunum, puis de l'iléon. Je ne représente ce système d'arcades ici que sur une partie du trajet de ces artères. On considère que chaque artère droite, chaque vaisseau droit, a un territoire terminal, c'est-à-dire que son territoire segmentaire n'est pas relayé par le territoire de l'artère droite voisine, et ceci, bien sûr, a un intérêt dans la chirurgie d'exérèse de l'intestin grêle pour assurer la bonne vascularisation des moignons qui seront rebranchés. L'axe de l'artère mésentérique supérieure rejoint globalement le sommet de l'artère de l'anse intestinale primitive et c'est souvent le trajet de l'artère mésentérique supérieure qui pointe le diverticule iléal ou diverticule de Meckel lorsque celui-ci existe et elle va, cette artère mésentérique supérieure, donner souvent un rameau vers l'iléon
terminal et vers la jonction iléocécale, duquel naîtront également des vaisseaux droits. L'artère mésentérique supérieure, par ce trajet, va assurer la vascularisation d'une partie du cadre duodénal, l'autre partie étant vascularisée par des branches du tronc cœliaque, c'est donc bien par là que nous allons avoir l'anastomose cœliaque mésentérique supérieure. Elle assure la totalité de la vascularisation du jéjunum, puis de l'iléum ou iléon, mais l'artère mésentérique supérieure assure également la vascularisation de la moitié ou des 2/3 droits du cadre colique, que l'on va donc, entre guillemets, appeler le côlon droit. Cette vascularisation se fait par l'intermédiaire de 3 artères que nous allons pour l'instant citer, nous les reprendrons lorsque nous étudierons la morphologie du cadre colique. Il s'agit d'abord, naissant un peu en dessous de la 3e portion du duodénum, de l'artère iléocolique, qui, lorsqu'elle arrive à proximité du cadre colique, donne un rameau pour l'iléon terminal, qui d'ailleurs rejoint la branche iléale terminale de la mésentérique supérieure, avec laquelle elle s'anastomose, une artère ascendante pour le côlon ascendant, une artère sécale antérieure pour la face antérieure du sécum, l'artère sécale postérieure pour la face postérieure du sécum, et passant en arrière ici de l'iléon terminal, l'artère appendiculaire qui va cheminer au bord libre du mésoappendice et qui assure la vascularisation de l'appendice vermiforme. Cette artère devra être coagulée ou ligaturée dans la procédure chirurgicale très fréquente de l'appendicectomie. Artère iléocolique. Puis, naissant en regard de Détroit, l'artère colique droite va rejoindre le bord médial du côlon ascendant et, arrivant en regard du bord mésocolique du côlon ascendant, se divise en une branche descendante qui rejoint la branche ascendante issue de l'artère iléocolique et une branche ascendante qui va suivre le bord mésocolique du côlon transverse, s'engageant donc dans le mésocolon transverse. Il existe souvent, naissant en regard ici du processus incinatus et s'engageant dans le mésocolon transverse, une artère colique moyenne qui donne également une branche droite en direction de l'artère colique droite et une branche gauche qui va se diriger vers les branches issues de l'artère mésentérique inférieure. Ces artères à destination colique, donc iléocolique, colique droite, colique moyenne, constituent l'arcade bordante du côlon ascendant et du côlon transverse, donnant de la même manière des branches antérieures et postérieures, j'en mets ici quelques-unes, qui vont assurer la vascularisation du cadre colique et en particulier au niveau du côlon transverse, l'arcade bordante du côlon transverse, qui a été décrite au XVIIe siècle par Jean Rioland, eh bien, va constituer un système d'anastomose entre les branches issues de la mésentérique supérieure et les branches, on peut le représenter ici de façon schématique par cette flèche, issues de l'artère mésentérique inférieure, et ceci va donc boucler la boucle. Donc, vascularisation artérielle relativement dense, même très importante, compte tenu de l'importance fonctionnelle de cette partie du tube digestif, artère mésentérique supérieure, donc vascularisation de la presque totalité de l'intestin grêle si on met de côté la portion du cadre duodénal vascularisée par les branches issues du tronc cœliaque et vascularisant la moitié droite ou les 2/3 droites du cadre colique. Le retour veineux se fait par des veines qui sont satellites des artères et qui se réunissent au niveau de la veine mésentérique supérieure. Cette veine va passer dans l'incisure pancréatique où elle chemine à droite de l'artère mésentérique supérieure et c'est en arrière de la tête du pancréas qu'elle est rejointe par le tronc veineux splénomésentérique issu de la réunion de la veine splénique
et de la veine mésentérique inférieure, donnant alors naissance à la veine porte. Là, je vous renvoie vers le cours sur le foie. Cette veine porte émerge en avant de la veine cave inférieure, en regard du tubercule omental du pancréas, et constitue l'élément postérieur veineux du pédicule hépatique, apportant donc au foie sa vascularisation fonctionnelle. La totalité du sang veineux de l'intestin grêle passe dans le système de la veine porte. Les lymphatiques sont satellites des vaisseaux. Il existe 150 à 200 lymphoneux, satellites des artères. Ce sont les lymphoneux jéjunaux, les lymphoneux iléaux. Ces lymphoneux suivent les lymphoneux mésentériques supérieurs, puis rejoignent la citerne du Schill pour ensuite être pris en charge dans le système du conduit thoracique et aboutir à la circulation veineuse au niveau du confluent veineux jugulo-subclavier droit, gauche, évidemment, creux supraclaviculaire gauche, c'est le confluent veineux jugulo-subclavier gauche, décrit par Pirogoff, et ceci bien explique la possibilité de métastases lymphatiques dans cette région. C'est le signe de Troisier, puisque, comme on l'avait évoqué dans le cours sur l'estomac, c'est Virchow qui, à son origine, avait décrit les métastases lymphatiques dans le creux supraclaviculaire gauche liées à des cancers de l'estomac, et le chirurgien français Troisier avait étendu cette capacité à d'autres tumeurs digestives, et en particulier de l'intestin grêle, et c'est la raison pour laquelle nous parlons en France du signe de Troisier, et ce qui nécessite donc dans le bilan et le suivi des cancers digestifs la palpation des creux supraclaviculaires, et en particulier du creux supraclaviculaire gauche. Mais sachez que dans le monde entier, on parlera du signe de Virchow, puisque c'est lui qui l'a initialement décrit. Enfin, les nerfs sont des nerfs viscéraux. Ce sont des nerfs qui sont issus du plexus mésentérique supérieur, et ces nerfs viscéraux sont satellites des artères et, par l'intermédiaire des vaisseaux, gagnent leur territoire viscéral, et donc vont, via les plexus mi-entériques et sous-muqueux, contrôler la sécrétion des glandes intestinales et l'activité des muscles lisses des parois de l'intestin grêle. Donc, mettons en place maintenant les rapports de l'intestin grêle, tout d'abord sur une vue antérieure clinique, orientée crânialement et du côté gauche, et tel qu'on le verrait à l'ouverture de la cavité abdominale. Plaçons ici la tranche de section de la 10e côte, au-dessus de laquelle nous ébauchons d'un trait ici le contour du diaphragme thoraco-abdominal, puis nous ébaucherons le contour des muscles larges de l'abdomen, et ensuite vers le bas des ligaments inguinaux qui rejoignent sur la ligne médiane la région du pubis. Nous plaçons ici de façon schématique la symphyse pubienne, et on placera le tubercule du pubis, les deux pubis droit et gauche, et nous ébauchons ici la partie toute antérieure du cadre obturateur. Lorsque l'on ouvre la paroi abdominale, que l'on aborde la cavité péritonéale, nous allons trouver dans un premier temps en avant le grand omentum qu'il est possible, vous le savez, de saisir et de tracter vers le haut, ce qui va emmener avec nous le côlon transverse, et nous pourrons donc voir le mésocolon transverse, cette fois-ci en vue inférieure. Voici comment les choses se présentent. Voici le cécum, le côlon ascendant et le côlon transverse qui va ainsi être soulevé vers le haut. Vous savez que cette portion du côlon est de longueur variable, il peut être court ou plus ou moins long.
Nous plaçons ici comme élément de repère la racine du mésocôlon transverse, permettant donc de montrer la face inférieure du mésocôlon transverse. Et ce côlon transverse, qui est lui-même recouvert par son péritoine viscéral, apparaît rattaché en avant au grand omentum qui forme ce grand tablier omental qui se porte vers le bas, en avant des anses grêles, en arrière de la paroi abdominale antérieure. Et bien, ici, nous l'avons tracté vers le haut. On peut le garder maintenu ici par ces crochets chirurgicaux. Et c'est ainsi que va pouvoir être mis en évidence le contenu de l'étage inframésocolique de l'abdomen. On y retrouve donc le cadre colique, voici le cécum et l'appendice vermiforme, tout ça recouvert par le péritoine viscéral, et nous pouvons ébaucher dans la gouttière pariétocolique gauche le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum. Tout ceci va en réalité être masqué par les anses grêles recouvertes par leur péritoine viscérale, anses grêles qui forment donc ce réseau très complexe, très contourné, mobile dans la cavité abdominale et rattaché à la paroi abdominale postérieure par l'intermédiaire du mésentère qui s'insère au niveau de la paroi postérieure de l'abdomen. On voit que lorsque l'on ouvre la cavité abdominale, le côlon droit reste, qui est très superficiel, qui est beaucoup plus antérieur, reste facilement examinable, avec notamment ici le séco-appendice dans la fosse iliaque droite. En revanche, le côlon descendant et le sigmoïde vont essentiellement être masqués par ce paquet d'anses grêles qu'il va falloir, du fait de leur mobilité rattachée au mésentère, récliner vers le haut et vers la droite pour le mettre en évidence. Ceci sera également revu sur une coupe horizontale. Réalisons maintenant une exentération totale, retirons la totalité de l'intestin grêle, ce qui va permettre d'étudier les rapports postérieurs du jéjuno-iléon. Ces rapports postérieurs, nous les mettons donc en évidence sur une vue antérieure, orientée crânialement et à gauche. Vous reconnaissez des éléments de repère d'ostéologie, T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, le sacrum, l'os coxal droit. Nous avons ébauché ici d'un trait le diaphragme thoraco-abdominal pour nous rappeler de la limite entre la cavité abdominale et la cavité thoracique. Nous plaçons la 11e et la 12e côte droite. Nous plaçons uniquement du côté droit les éléments musculaires de la paroi abdominale antérolatérale, ébauchés ici d'un simple trait, muscle psoas, rejoint par l'iliaque dans la fosse iliaque droite, muscle carré des lombes et la face profonde du muscle transverse de l'abdomen. Vers le bas apparaît le ligament inguinal tendu entre l'épine iliaque antéro-supérieure et le tubercule du pubis. Venons placer à présent des éléments digestifs déjà étudiés, le duodénum dont les 4 segments vont constituer un cadre en avant de la colonne vertébrale lombaire, entre les vertèbres lombaires L1 et L3, voire le disque L3, L4. Enchâssé dans le cadre duodénal, le pancréas, avec sa tête, son processus instinatus délimitant l'incisure pancréatique, le tubercule omental, le corps, puis la queue du pancréas qui se porte vers le haut et vers la gauche, va venir occuper cet espace profond de la cavité abdominale, la queue du pancréas contractant de façon variable des relations avec la rate qui se place dans l'hypocondre gauche,
satellite des côtes numéro 9 à 11 et dont nous pouvons placer ici la face diaphragmatique, la face gastrique creusée, plutôt la représenter comme ceci, creusée par le île de la rate dans laquelle viendront pénétrer les vaisseaux spléniques et dont la base répond à l'angle colique gauche que nous allons pouvoir placer ici. Voici la partie gauche du côlon transverse, l'angle colique gauche, puis nous plaçons simplement la partie initiale du côlon descendant, côlon gauche, qui se place dans la gouttière pariétocolique gauche. Au-dessus de la première portion du duodénum va apparaître le ligament arqué médian, sous lequel passe l'aorte thoracique qui devient aorte abdominale. C'est à ce niveau qu'elle va donner naissance au tronc cœliaque, qui est l'artère de l'étage supramésocolique de l'abdomen. À droite de l'aorte abdominale, va cheminer la veine cave inférieure. On la place ici et cette veine va venir traverser le centre tendineux du diaphragme entre la foliole antérieure et la foliole droite. Nous le plaçons ici de façon tout à fait schématique. Venons maintenant placer en arrière et à droite du pancréas le rein droit. Le rein droit qui se projette entre les vertèbres TH11 et L3. Voici la vertèbre L3. Le pôle inférieur du rein droit s'y projettera. Le pôle supérieur se place à ce niveau. Et nous pouvons ainsi placer le rein droit dont le bord la face antérieure, dont le bord médial et la face antérieure répondent à la deuxième portion du duodénum. Le rein droit est coiffé par la glande surrénale droite, dont le sommet est souvent rétro-cave inférieure. Nous la plaçons à ce niveau. Et, fait important, le rein droit se prolonge par l'urtère droit, dont je place ici le trajet. Nous le compléterons dans un instant. Sous le duodénum, sous la troisième portion du duodénum, nous allons retrouver l'aorte qui, en L4, se termine pour donner les deux artères iliaques communes, droite et gauche. Nous interrompons ici l'artère iliaque commune gauche. L'artère iliaque commune droite va partir vers la droite et, en regard de l'articulation sacro-iliaque ou du disque lombosacré, se termine pour donner l'artère iliaque interne qui plonge dans le petit bassin et l'artère iliaque externe qui prolonge son trajet dans le pelvis majeur, passe dans la lacune musculaire pour devenir artère fémorale. Les artères sont accompagnées par les veines. Voici la veine fémorale, devenant veine iliaque externe après être remontée dans la lacune vasculaire. La veine iliaque externe est rejointe par la veine iliaque interne pour donner naissance à la veine iliaque commune. La réunion des deux veines iliaques communes en regard de L5, en arrière de l'artère iliaque commune droite, donne naissance à la veine cave inférieure, dont nous voyons ici l'origine. Cette veine va passer en arrière du bloc duodéno-pancréatique, puis va se prolonger vers le haut. Elle se terminera dans l'atrium droit, après avoir traversé l'hiatus de la veine cave inférieure, juste sous lequel elle reçoit les 2 ou 3 veines hépatiques que nous avions détaillées dans un cours précédent. Nous pouvons donc à présent compléter le trajet de l'urtère. Voici donc l'urtère lombaire qui naît du pelvis rénal en regard de L2, qui chemine en regard de l'alignement des processus transverses des vertèbres lombaires L2 à L5, qui
traverse le détroit supérieur en croisant les vaisseaux iliaques externes du côté droit, commun du côté gauche, et qui plonge ensuite dans le petit bassin où il va être satellite de la paroi latérale du pelvis pour venir rejoindre la base de la vessie. Je place ici l'urtère car je vais vous expliquer qu'il représente un rapport important de la racine du mésentère. Venons placer maintenant sur cette vue antérieure, profonde, le côlon ascendant. Donc le côlon ascendant et l'angle colique droit, nous le savons, sont un rapport important de la face antérieure du rein droit. En effet, voici le côlon ascendant, voici le cécum et l'angle colique droit, qui constitue un rapport important ici, nous l'avions cité, de la face antérieure du rein droit, qui répond par ailleurs à D2 et à la face viscérale du foie. Au-delà de l'angle colique droit, le côlon ascendant se prolonge par le côlon transverse, dont nous représentons ici une partie initiale de sa partie droite. Mettons en place ici l'appendice vermiforme et plaçons l'iléon terminal qui rejoint ici le cécum en général en regard de L5. Le côlon transverse est relié à la paroi postérieure de l'abdomen par le mésocôlon transverse dont je vous place ici la racine. Voici le mésocôlon transverse dont nous pouvons placer les deux feuillets au niveau de la tranche de section, ici du côté droit et ici du côté gauche. Le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon ascendant sont, eux, recouverts par le péritoine viscéral, ce que nous figurons de cette manière, de même que l'appendice vermiforme. Nous pouvons placer à présent la racine du mésentère. Le mésentère va constituer le repli qui va relier l'intestin grêle à la paroi abdominale postérieure et au sein duquel chemineront les éléments vasculo-nerveux qui vont permettre la vascularisation et l'innervation du jéjuno-iléum. Ces éléments, il s'agit de l'artère mésentérique supérieure et de ses branches, de la veine mésentérique supérieure et de ses branches que nous plaçons à ce niveau. Et nous pouvons alors maintenant mettre en place ici cette racine du mésocôlon transverse qui est reliée à la racine du mésentère. Je vais la représenter dans la même couleur, bien évidemment. Elle englobe ici la jonction duodéno-jéjunale. Et cette racine du mésentère va croiser successivement la tête du pancréas, l'incisure pancréatique, où elle va embrasser les vaisseaux mésentériques supérieurs, la veine mésentérique supérieure qui est placée à droite, on en représente ici un segment, l'artère mésentérique supérieure qui se place du côté gauche, puis la racine du mésentère, dans son segment vertical, croise la portion horizontale de détroit, avant que de s'infléchir vers la droite et croiser successivement la veine cave inférieure, puis l'urtère droit, satellite des vaisseaux gonadiques, et de rejoindre alors ici l'iléon terminal. Cette racine du mésentère mesure de son origine en regard du flanc gauche de L2 à sa terminaison en regard du flanc droit de L5, entre 15 et 20 cm de long, alors que à sa terminaison en regard du bord mésentérique de l'intestin grêle, eh bien elle va avoir, le mésentère va avoir la longueur du grêle, c'est-à-dire 7 mètres. Et donc on peut représenter ici de manière schématique le mésentère avec sa racine présentant un segment oblique, un segment vertical, puis à nouveau un segment oblique, et ici, eh bien, son bord libre, déterminé par ces deux feuillets,
et qui va être richement, extrêmement contourné suivant le bord mésentérique du jéjunum, puis de l'iléon. Et c'est ce qui va donner à ce méso un aspect très contourné, en éventail, présentant des replis que l'on peut schématiser ici. Il y en a bien sûr beaucoup plus de boucles que ce que je vous ai représenté à ce niveau. Et c'est ce méso qui permet de mobiliser les anses grêles et de les basculer du côté droit ou du côté gauche, ce qui permet, en fonction des besoins du chirurgien, d'exposer telle ou telle structure. Donc, au-delà de cette racine du mésentère, eh bien, la paroi abdominale postérieure, sous le mésocolon transverse, va être recouverte par du péritoine. Et il s'agit en l'occurrence du péritoine pariétal postérieur, auquel va être accolé du côté droit le mésocolon droit et du côté gauche le mésocolon gauche. Ces éléments vont être précisés sur des coupes. Voici donc les rapports postérieurs. Nous pouvons compléter enfin cette représentation en mettant en place, ici, ce n'est pas un rapport stricto sensu du grêle, le pôle supérieur du rein gauche avec la glande surrénale gauche, ici en forme de virgule, mais malgré tout, eh bien, le pôle inférieur du rein gauche et un peu le pôle inférieur du rein droit, par l'intermédiaire des mésos, sont situés à proximité de la partie toute haute de ces anses de l'intestin grêle. Alors nous allons faire la synthèse des rapports de ces structures en réalisant deux coupes. Une première coupe est une coupe sagittale, médiane, qui présente en arrière le rachis thoracique, vertèbre TH10 à TH12, puis la colonne lombaire présentant cette lordose antérieure. Nous centrons au niveau de la vertèbre L3. Vous reconnaissez ensuite la courbure du sacrum, le coccyx, la région pubienne, la symphyse pubienne en avant. En avant de la colonne lombaire, nous plaçons ici l'aorte thoracique qui devient aorte abdominale lorsqu'elle passe en regard du hiatus aortique du diaphragme. Elle se termine en L4 par division. Nous allons trouver en avant de l'aorte, qui est cloisonnée de la cavité péritonéale par le péritoine pariétal postérieur, les structures viscérales d'abord de l'étage supra-mésocolique de l'abdomen. Voici le foie, dont nous voyons la face diaphragmatique et la face viscérale. Sous le foie, nous allons placer l'estomac. Voici l'estomac qui répond à la face viscérale du foie, et en particulier de son lobe gauche. Sous l'estomac, dont la muqueuse épaisse forme des replis, visibles en endoscopie, va se placer la partie moyenne du côlon transverse que nous marquons par la lettre T, et sous le côlon transverse, et donc sous son méso, l'intestin grêle qui, cette fois-ci, va être présenté schématiquement en coupe sous la forme de 3 anses grêles. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, ce segment de l'intestin étant richement contourné. En avant de L3 va se placer ici la troisième portion du duodénum, D3, surcroisée par le pancréas, dont nous plaçons le processus incinatus, puis l'isthme pancréatique. L'artère mésentérique supérieure, née de L1, elle passe dans l'incisure pancréatique, en avant de D3, puis elle va se distribuer pour la moitié ou les 2/3 gauche du côlon transverse, puis va donner des branches iléales et jéjunales qui gagnent l'intestin grêle. Nous allons maintenant, si on peut rappeler la présence du tronc cœliaque ici, qui va donner la splénique, l'hépatique commune, puis l'hépatique propre. Plaçons maintenant les éléments de péritoine. Péritoine hépatique, qui se réfléchit au niveau du diaphragme formant le ligament coronaire et se
prolongeant via le ligament gastro-hépatique, rejoignant donc la petite courbure de l'estomac. Le péritoine qui recouvre la face postérieure de l'estomac se réfléchit vers le côlon transverse, formant le feuillet postérieur du ligament gastro-colique, puis s'évagine vers le bas pour venir participer à la constitution du grand omentum, puis se réfléchit à nouveau vers le haut, venant constituer la paroi postérieure de la bourse omentale et rejoignant ici le ligament coronaire. Le péritoine qui recouvre la face antérieure de l'estomac, au niveau de la grande courbure, se réfléchit pour former le ligament gastrocolique, puis accompagne le grand omentum, tous ces feuillets bien sûr s'accolent, et ayant rejoint ici la paroi postérieure de l'abdomen, va se réfléchir pour venir constituer le mésocolon transverse, puis, la coupe étant ici réalisée sur la ligne médiane, va former le mésentère qui forme cette lame porte-vaisseau apportant les branches jéjunales et iléales vers l'intestin grêle. Le feuillet inférieur gauche du mésentère se réfléchit alors, venant ici participer à la constitution du fascia d'accollement rétro-duodéno-pancréatique et se prolonge ici avec le péritoine pariétal postérieur qui va être rejoint par le péritoine pariétal antérieur, venant cloisonner la partie la plus déclive de la cavité péritonéale et séparant ainsi la cavité abdominale de l'espace sous-péritonéal. Nous avons la grande cavité péritonéale avec les récessus sous-phréniques et nous avons en arrière de l'estomac et du petit omentum, en avant du bloc duodéno-pancréatique, la bourse omentale que nous figurons de cette manière. Réalisons maintenant une coupe horizontale que nous allons passer par la troisième vertèbre lombaire, L3, et cette coupe horizontale va permettre de montrer les relations entre la racine du mésentère qui va contenir livrer passage aux éléments vasculaires et nerveux pour l'intestin grêle et les mésos du côlon ascendant, côlon descendant, qui permettent à ces structures digestives de recevoir leur vaisseau d'origine, elle aussi, rétro-péritonéale. Vous reconnaissez l'horizontale par L3, donc, où vous reconnaissez les éléments de paroi sur lesquels je ne reviens pas. En avant et à gauche de la colonne, l'aorte abdominale. En avant et à droite, la veine cave inférieure. En avant des vaisseaux rétropéritonéaux, le duodénum, la troisième portion du duodénum, portion horizontale, que nous figurons à ce niveau, avec du côté droit ici le côlon ascendant, plus volumineux et plus antérieur que le côlon descendant que nous plaçons ici dans la gouttière pariétocolique gauche. Nous plaçons ici en avant la section schématique de 3 anses grêles dont nous voyons qu'elles vont d'ailleurs recouvrir partiellement le côlon descendant. Plaçons ici les branches issues de l'aorte et venant gagner leur territoire digestif. La mésentérique inférieure qui rejoint le côlon gauche et donc que nous pouvons placer ici. Et plaçons en avant de D3, ayant franchi l'incisure pancréatique, les vaisseaux mésentériques supérieurs, artères et veines, l'artère mésentérique supérieure venant ici donner ces branches iléales et jéjunales, ainsi que ici, par exemple, l'artère colique droite. Il nous est à présent possible de péritoniser cette coupe en plaçant le péritoine pariétal qui passe en avant de la veine cave inférieure, cloisonnant l'espace rétropéritonéal, puis venant couvrir ici la paroi abdominale antérolatérale et rejoignant à ce niveau l'autre côté. Le mésocolon gauche, mésocolon descendant, est en continuité avec le péritoine viscéral du côlon descendant et
mène dans son épaisseur ou amène les branches de l'aorte à destination du côlon gauche et du côlon sigmoïde. Puis, le péritoine va se réfléchir pour englober dans un même sac le duodéno-pancréas qui apparaît croisé ici à sa partie antérieure par la racine du mésentère. Et voici donc le mésentère qui va présenter ces multiples replis venant connecter, venant relier le jéjuno-iléum à la paroi abdominale postérieure. Le mésentère est en continuité sur son bord droit avec le mésocôlon ascendant, présentant un feuillet droit et un feuillet gauche, le feuillet droit étant postérieur et venant répondre au péritoine pariétal postérieur, le feuillet gauche étant lui antérieur et répondant à la cavité péritonéale. Nous avons des fascias d'accollement. Il s'agit ici en arrière de D3 du fascia d'accollement rétro-duodéno-pancréatique ou fascia de Treitz qui va fixer le duodéno-pancréas à la paroi abdominale postérieure. Nous avons ensuite, du côté gauche, le fascia d'accollement du mésocôlon gauche qui fixe le feuillet gauche du mésocôlon descendant à la paroi abdominale postérieure, faisant de ce segment d'intestin un segment accolé. Nous avons de l'autre côté le mésocôlon droit qui est accolé à la paroi abdominale postérieure et au troisième duodénum par le fascia d'accollement du mésocôlon droit ou fascia de Tolde droit, faisant du côlon ascendant un segment digestif accolé. Il est possible, bien sûr, de passer dans ce plan chirurgicalement pour mobiliser le côlon, ascendant ou descendant, avec ces vaisseaux. Enfin, nous allons pouvoir trouver ici en avant les 4 feuillets accolés du grand omentum, contenant dans leur épaisseur les artères omentales issues du cercle artériel de la grande courbure. Et par ces croix, nous figurons la cavité péritonéale, cavité normalement virtuelle qui peut devenir réelle lorsque l'on insuffle de l'air, comme par exemple en célioscopie lorsque l'on réalise un pneumopéritoine. De l'air peut également s'y immiscer de façon pathologique lors de la perforation d'un organe creux. Cette cavité peut par ailleurs être l'objet d'épanchements liquidiens. En arrière du péritoine pariétal postérieur, dans l'espace rétropéritonéal, va se placer donc la veine cave inférieure, l'aorte, et nous trouverons, satellite du muscle psoas, l'urtère, que nous pouvons placer à ce niveau, accompagné des vaisseaux gonadiques que je ne place pas à ce niveau. L'espace ici, rétropéritonéal, est par ailleurs rempli d'un tissu adipeux abondant qui vient ici remplir cet espace. Voilà donc ce que nous pouvions dire à propos du jéjuno-iléum, segment long et mobile de l'intestin grêle, dont la fonction principale est l'absorption des nutriments. La présence de ce segment de l'intestin grêle est absolument indispensable à l'absorption des nutriments. Sa résection rend l'alimentation entérale inefficace et nécessite d'être suppléée par une alimentation directement dans les veines, une alimentation dite parentérale. L'intestin, le jéjuno-iléum représente la partie mobile de l'intestin grêle. Cette partie mobile est liée au fait que ce segment est rattaché par le mésentère à la paroi abdominale postérieure. Merci de votre attention.